News Jardin TV vous présente Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, plantes, botanique, jardin et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser. Mes chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 26 novembre et j'ai le plaisir de vous accueillir pour le 77e numéro de notre émission hebdomadaire Bienvenue au Jardin, que je présente chaque semaine maintenant depuis un certain temps avec mon ami Pierre-Alexandre Risser à côté de moi. Salut Pierre. Bonjour Patrick. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes le 330e jour de l'année. Il nous reste plus beaucoup là. 35 jours. Voilà, un peu plus d'un mois pour arriver à l'année 2023. Est-ce qu'on est pressé? J'en sais rien. En tous les cas, on vous le dit chaque semaine pour simplement s'en rappeler. 4e jour du signe astrologique du Sagittaire, c'est celui de ma petite jardinière. Le 6e jour du mois de Frimaire dans le calendrier républicain français. Et c'est aujourd'hui le jour de... La mâche, ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. C'est une salade de saison. C'est une plante originaire d'Europe que l'on appelle d'un tas de noms populaires. La doucette. Alors la doucette, c'est le nom le plus commun, autre que la mâche. Mais sinon, on l'appelle blanchette, blanquette, bouche grasse, boursette. En Belgique, c'est herbe des chanoines. Il y a la galinette, la laitue d'agneau. Il y en a plein. Rampon en Suisse, salade de blé. Enfin, c'est incroyable. Et nous, les botanistes, on dit que c'est Valerianella locusta. Une plante qui a été dénommée en 1821 par un botaniste de la région bordelaise qui s'appelait Jean-François Latérade. Et dans la classification classique, la mâche fait partie de la famille des Valerianacées, dans laquelle il y a... La valériane. Évidemment. Centranthus. Ah non, il y a la Valeriana officinalis, oui. Et Centranthus ruber qui est... Pour qu'on appelle la valériane en nom commun. Rose. Rose. La valériane rose, oui. Pour la différencier tout simplement. Mais, depuis 2009, ça a changé, mon cher Pierre. Nous sommes dans la classification phylogénétique avec les caprifoliacées. Qu'est-ce qu'il y a dans les caprifoliacées? Heptacodium, Coloidea, les Cesteria. Oui, l'onicera, donc le chèvrefeuille, même les scabieuses, la symphorine, le végéla, donc tout ça qui sont des plantes apparentées maintenant avec notre mâche. C'est une plante, on dit annuelle, bisannuelle, on la cultive, en tous les cas en annuel. Et tu sais quelle couleur ont les fleurs? Blanc bleuté. Oui, on les voit jamais. Si, parce que... T'en oublies un peu dans le jardin? Oui, on en oublie. On en trouve sur le bord des chemins. Moi, celle que je préfère, c'est celle que je cueille sur le bord des chemins, parce qu'elle a vraiment bien raide, là, un goût de noisette qui est vraiment incroyable. Vaut mieux manger des noisettes dans ce cas-là. Mais non, la mâche qu'on cueille sur le bord du chemin, c'est vraiment la meilleure. Ah bon. Et autrement, on l'a bien sûr au potager. Et dans la pépinière, il y en a qui se développent comme ça, qui poussent. Et j'adore aller cueillir la mâche aux endroits où on ne l'attend pas. C'est vraiment une plante incroyable. Mais t'aurais dû vivre au XVIe siècle, puis c'est l'époque où on mangeait vraiment la mâche sauvage, et puis petit à petit, elle a été vraiment cultivée à partir du siècle suivant, vers les années 1650. Une plante que l'on sème vraiment en fin de saison, vous pouvez commencer en juillet, puis jusqu'au mois d'octobre, plutôt à la volée, on ne fait pas des sillons. Non, à la volée, et c'est une plante dont on ne recouvre très peu les graines. Voilà. Et dont on ne prépare pas le sol, pour une fois, pour moi. Enfin, toi, tu prépares pas le sol. Mais ça aime bien le sol un petit peu ferme. Donc même à la limite, si vous avez une terre qui est trop souple, eh bien passez le rouleau avant de semer votre mâche. On peut mélanger les graines de mâche avec des graines de poireau, par exemple, pour pouvoir obtenir à la fois une plante qui va ombrager un peu la mâche, parce que ça n'aime pas trop le soleil direct, et puis avoir une occupation du sol au maximum. C'est une salade, comme toutes les salades, qui est peu énergétique, mais en revanche, elle est riche en provitamine A, en vitamine E. C'est vraiment une plante intéressante sur le plan nutritionnel et sur le plan de l'équilibre. Oui, dans un saladier avec la mâche, on peut mettre des noix, on peut y mettre des pommes de terre, à mélanger avec plein de choses. C'est surtout ça qui est intéressant, quoi. Mais en revanche, on la mange que crue. Ah oui, oui, jamais essayé cru. Non, moi j'ai jamais vu. C'est tellement bon cru que... Oui. Moi j'aime bien. 26 novembre 1754. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qui est né, il est né à Nachenhuben, près de Gdansk. Aujourd'hui c'est Danzig, donc c'est John Georg Adam Foster. Alors c'est quelqu'un de très très important
moins d'ailleurs que son père, qui s'appelait Johann Reinhold Forster. Mais ensemble, ils ont participé à la 2e expédition autour du monde de James Cook. Et lui, Johann, comme dessinateur, et il était au service de son père, et ensemble, ils ont publié un livre qui, à l'époque, a fait autorité, qui s'appelait Caractère Generum Plantarum, caractère des plantes australes, puisqu'ils avaient vécu une aventure extraordinaire et découvert des pays qu'à l'époque, personne ne connaissait. Au cours de ces voyages, ils ont rapporté un herbier, dont une partie aujourd'hui est conservée à l'université de Moscou. Et lui, le fils Forster, dont on parle aujourd'hui, il est plus considéré comme un auteur, un journaliste pratiquement, un écrivain qui a inventé un peu le récit de voyage qu'un botaniste. Parce que c'est son père qui était botaniste. Malheureusement, il est mort à 39 ans. Il a quand même décrit des plantes, dont une que l'on connaît très très bien, qui s'appelle Asplenium bulbiferum. Asplenium bulbiferum, c'est une fougère qui a une particularité. Est-ce que tu la connais ? C'est qu'elle a des petites bulbilles sur le bout des feuilles, on peut les reproduire. Donc elle est vivipare. C'est une plante qu'on appelle vivipare parce qu'effectivement, elle fait des bébés sur ses feuilles, sur ses frondes, on devrait dire, puisque c'est une fougère, et c'est tout à fait particulier. 26 novembre aujourd'hui, fête de la Sainte Delphine et de Saint-Innocent. Un petit dicton ? Gelée de Saint-Innocent, l'hiver sera glaçant. Alors ça c'est vrai, j'ai remarqué moi que si on a un gros gel avant le mois de décembre, parfois après ça continue. Et à la Sainte-Delphine, sous le vent, il vente et pleuvine. Oui, ça c'est logique cette saison. À la Sainte-Delphine, le givre sur les feuilles joue les ballerines. On en a parlé souvent, c'est vrai que regardez un jour, un petit matin après une gelée, comment certaines plantes du jardin réagissent et se transforment d'une façon absolument miraculeuse. C'est d'une beauté totale. Au jour de Saint-Innocent, l'érable du Japon brille d'or ou montre son sang. C'est-à-dire que soit il est doré, soit il est rouge, vif, et il n'y a plus beaucoup de feuilles quand même maintenant s'il y a eu une petite gelée. Monsieur ou Madame Federbe nous dit la chose suivante, Pierre. Pourquoi est-il écrit « terre dite de bruyère sur les sacs que l'on trouve dans le commerce » et à quoi sert ce produit ? Quand il y a écrit terre dite de bruyère, cela veut dire que c'est un substrat qui a été reconstitué et qui ne fait pas de la vraie terre de bruyère. La véritable terre de bruyère, c'est à l'origine la décomposition des bruyères dans les landes, en forêt. Et c'est un sol sableux, surtout très acide. Le pH est autour de 4, 4,5. Comme c'est une matière naturelle, son exploitation doit être hyper contrôlée et limitée. Dans le commerce, on trouve souvent, pour planter les rhododendrons, parce qu'en fait, à quoi sert la terre de bruyère ? Essentiellement, à planter des végétaux de terre très acide. De plantes qui aiment les terrains acides. Et cette terre de bruyère, c'est surtout composé de sable, de tourbe, qui est naturellement acide, de compost, d'écorce de pin broyée. Donc c'est un substrat qui, à la fois, est aéré et qui a l'avantage de se réchauffer très rapidement. En revanche, ça retient très peu l'eau, et ça, c'est utile pour ces plantes qui n'aiment pas la stagnation. Ça veut dire quand même qu'en été, il faudra penser les arroser très régulièrement. Alors, je sais que certains d'entre vous, avec une fibre écologique tout à fait normale, vont s'insurger un peu de l'exploitation de la terre de bruyère, d'autant qu'il faut savoir qu'il faut environ 15 à 20 ans pour retrouver le même type de terre quand on l'a exploitée. Toutefois, aujourd'hui, c'est extrêmement contrôlé. Il y a une charte d'exploitation qui est organisée et surtout surveillée par la Direction générale de l'environnement et de l'aménagement du logement, qui était la DRIR dans le temps. Il y a aussi la Direction départementale des territoires. Tous ces organismes d'État surveillent et surtout contrôlent, organisent la collecte de terre de bruyère. Donc, vous pouvez aussi
acheter sur un marché officiel, je ne dirais pas des gens qui vont vous la vendre comme ça, mais dans des sociétés qui ont pignon sur rue, de la terre de bruyère, en sachant que ça a été exploité dans des conditions qui sont respectueuses de l'environnement. Vous n'avez pas encore la main verte? Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. Mes chers amis, hier c'était la Sainte Catherine où tout bois prend racine. Donc nous allons faire un sujet autour de la plantation des arbres et des arbustes. Pourquoi dit-on que planter à l'automne, c'est bien mieux? Autrefois, on ne plantait que des végétaux qui étaient en motte ou en racines nues. Il n'y avait pas de conteneurs. C'est des plantes qu'on arrachait au début de leur repos végétatif, c'est-à-dire à la chute des feuilles. On pouvait les planter jusqu'au mois de mars. Et de planter une plante à l'automne dans un sol qui est encore un petit peu chaud, soit en racines nues, soit en motte, elles vont avoir tout l'hiver pour s'installer correctement, de faire connaissance avec leur nouveau sol, avec les mycorhizes de champignons qui existent dans le sol, et elles repartiront d'autant mieux dès le printemps. C'est exactement cela, parce que en plantant maintenant, alors que les végétaux vont entrer ou sont déjà partiellement en dormance, il y a deux phénomènes qui se passent. L'arrachage dont vient de parler Pierre est mieux supporté par la plante. Elle ne souffre pas, c'est un peu comme si elle avait été anesthésiée. Et puis, comme elle n'est pas en croissance, on va dire de façon anthropomorphique, elle peut se concentrer sur l'installation de ses racines. Donc, une fois que l'hiver est passé et que le printemps arrive, eh bien, elle va pouvoir, de ce côté-là, continuer à se développer et faire ses feuilles. Ce n'est pas le cas quand on plante au printemps, puisqu'il faut qu'elle fasse les deux à la fois. Donc, la plantation d'automne augmente les chances de reprise. Il est vrai qu'aujourd'hui, on cultive énormément de végétaux en conteneurs qui ont l'ensemble de leur système racinaire. C'est moins stressant au niveau de la plante. Et on a des bons résultats aussi en plantation de printemps. On peut juste mettre un bémol que pour certains végétaux à feuillage persistant, ces végétaux préféreront être plantés dans une terre chaude. Je parle du chêne vert, je parle du magnolia par exemple. Et eux, leur période idéale de plantation serait plutôt le mois de septembre ou le début du printemps. Les conifères, les rhodos aussi. Voilà, ça c'est pour des végétaux qui sont à feuillage persistant. Les plantations d'automne, c'est pas simplement maintenant. Évidemment, on dit à la Sainte Catherine, etc. Donc on se dit, il faut le faire au mois de novembre. Vous avez, pendant toute la période de repos végétatif, donc jusqu'à la fin février, début mars, la possibilité de faire l'ensemble de ces plantations. Que plante-t-on? Eh bien, tout. C'est simple. Arbres, arbustes, conifères. On a dit plutôt les conifères un peu plus tôt, mais ça marche quand même, surtout si le soleil est drainant. Rosiers, grimpantes, vivaces. Et puis, bon, les bulbes, on en a déjà parlé, mais c'est aussi des plantations d'automne. Simple question de bon sens, on ne plante pas pendant qu'il gèle. Non, ça, quand il gèle, le jardinier n'est pas dans son jardin. Comme on a un métabolisme ralenti, on a dit moins de stress par rapport à l'arrachage, mais aussi vous n'avez pas cette concurrence entre la partie aérienne et la partie racinaire. Et sachez aussi que tant qu'il fait plus de 0 degré, l'activité racinaire reste. Bien sûr. Les plantes qui ont été plantées en automne, quand elles se réveillent au printemps, elles redémarrent immédiatement. Sur les fruitiers, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que si vous achetez par exemple un arbre fruitier, un pommier, un poirier de 3 ans, il peut déjà porter ses fleurs s'il a été planté à l'automne. S'il est planté au printemps, généralement, il va avoir un petit peu de retard à l'allumage, si je puis dire. En revanche, quand on plante à l'automne, il faut bien faire les choses et surtout bien préparer le sol. Est-ce que tu as des conseils particuliers à donner par rapport à la dimension du trou, à la préparation du sol, à l'amélioration du sol? Pour moi, si on sait vraiment à l'avance l'endroit où on va planter son arbre,
1 an avant, on met une couche de paillage pour que les vers de terre fassent le boulot et commencent à préparer le sol. Ensuite, on fait un trou en profondeur. Le fond du trou de plantation, on va continuer, par exemple, avec une baramine, à décaisser un peu le sol. Si on a un sol lourd, de façon... On décompacte le fond. C'est quoi la dimension idéale du trou? Une cinquantaine de centimètres? Oui, alors on va dire entre 40 cm à tout sens à 80 cm à tout sens. Donc toi, tu dis, il faudrait que les vers aient fait le boulot, mettre le compost. Bon. C'est rarement le cas. On achète un amendement organique, on le mélange à la terre qu'on a extrait du sol, et puis après on remet ça. On met de côté la couche de terre arabe, c'est-à-dire les 5, 10, 15 premiers centimètres, on les met de côté. On essaye de remettre dans le trou la terre par couches successives, c'est-à-dire que la terre qui était d'entre moins 80 et moins 60 se retrouve à moins 80 et moins 60, celle qui est à moins 60, moins 40 se retrouve au même endroit, et ainsi de suite. Après, si on a une terre qui est un petit peu lourde, on va essayer d'améliorer la qualité physique de la terre en y apportant des sables grossiers de façon à ce qu'elle soit un peu plus drainante. Par contre, chose que l'on faisait autrefois, on ne mélange plus de terreau à la terre, on met le terreau qu'au-dessus et on ne s'occupe que des qualités physiques de la terre en dessous. Aujourd'hui, on ne mélange plus de terreau dans les trous de plantation. Ah bon? On remet la terre, ou on rapporte une terre amendée, si oui. on veut, voilà. Mais le terreau, on le pose sur le dessus. Alors, je ne mets pas de terreau, je mets de l'amendement organique. Ah oui, c'est différent, oui. Le terreau, c'est un support de culture. Donc, si vous plantez dans un bac, oui, vous allez mettre du terreau, puisque vous n'avez peut-être pas de terre. Mais quand on fait de la plantation en pleine terre, le terreau, ça ne sert strictement à rien. On va mettre de l'amendement organique, qui est en fait un compost vert avec généralement du fumier qui a été composté. Et ça va permettre de stimuler l'activité microbienne. Exactement. En fait, on apporte de la vie au sol. Au fond du trou de plantation, aujourd'hui, on met un produit qu'on appelle un hydrorétenteur, comme des petits grains de riz qui vont, au contact de l'eau, absorber l'eau et se gonfler. Et quand la terre va se dessécher, ils vont se rétracter et redistribuer l'eau à la plante. Et donc ça, c'est un produit qui va avoir une durée de vie de 3 à 5 ans dans le sol et qui va permettre à l'arbre de mieux supporter un manque d'arrosage ou de fortes canicules. Alors ça, c'est un vieux truc, c'est des polymères qui existent depuis 50 ans, mais qui n'avaient jamais fonctionné dans le marché. D'ailleurs, Pierre est un professionnel, il a accès à ce type de produit. Je ne suis pas tellement sûr que vous en trouviez dans une jardinerie. Ça commence. Ça commence même pour les pots. Maintenant, on en trouve même des petits coussins enveloppés dans une toile et tu mets ça au fond de ton pot. Depuis 2 ans, on commence à le voir de plus en plus. Alors, vous faites extrêmement attention avec ce genre de truc-là, parce que ce qu'on oublie, c'est que ça gonfle de volume. Donc, si vous mettez le coussin au fond du pot, puis plein de terre, la plante, le lendemain, elle est par terre. C'est vrai que ça a été assez drôle la première fois qu'on l'a utilisé, où les jardiniers, ils y sont allés à pleine poignée, et que le lendemain, la cliente nous a appelé en disant « Mais toutes les plantes sortent des jardinières, est-ce que c'est normal ?» Elles ont bougé pendant la nuit. Tutorage, ça c'est quand même important aussi quand on a un sujet de certains volumes. Est-ce qu'il y a des techniques, des conseils particuliers? Oui, alors le tutorage, ça sert à quoi? Surtout si vous avez une plante qui est en racine nue, c'est-à-dire que s'il y a du vent qui fait bouger la plante, le tronc va bouger, va faire bouger les racines, et tout d'un coup, les racines, il va y avoir un vide d'air qui va se créer, et là, la plante va avoir du mal à reprendre. Donc le tutorage, ça sert à quoi? Ça sert pas à ce que le tronc ne bouge plus, ça sert à ce que les racines ne bougent pas. Bien sûr que c'est le tronc et les branches qui font bouger les racines. Et puis que la plante reste droite aussi. Le tutorage, soit on le met en biais, soit on le met droit, soit quand on a un arbre qui est un peu important, on met 3 tuteurs, ou on fait un carré, on met 4 tuteurs, on attache le tronc à 3 ou 4 endroits, et là vous êtes tranquille, votre arbre ne bougera pas, mais contre, attention, prenez des liens qui ne vont pas blesser l'écorce, et en même temps, il va falloir tous les 6 mois, aller vérifier quand le tronc va grossir que le lien ne va pas écarter le tronc. Vous le laissez combien de temps, le tuteur? 2 à 3 ans. Ah, quand même. Ouais. Alors, au niveau de la profondeur de plantation, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission. On plante au même niveau quand on a un conteneur au niveau de la motte ou 1 ou 2 cm plus bas maximum. On n'enterre pas les bourrelets de greffe, ça c'est ce que tu déconseilles totalement. Oui, on laisse le collet apparent. Chose qu'on a oublié un petit peu avec les arrosages automatiques, on fait une cuvette de façon, lorsque l'on fasse un arrosage manuel, on puisse apporter énormément d'eau et que l'eau descende en profondeur. Dans un jardin, ne pas oublier qu'on arrose le moins souvent possible. Par contre, quand on arrose, on inonde, on gorge la terre d'eau de façon à ce que l'eau aille en profondeur et que les racines aient l'habitude d'aller chercher l'eau loin. Alors ça, c'est quand on a un
sol qui soit quand même suffisamment consistant. Si vous avez du sable, vous arrosez souvent et en petite quantité parce que ça ne retient pas du tout. Et puis on met beaucoup plus de matière organique pour que ça serve aussi un petit peu d'éponge. Quand on a des arbres ou des arbustes à racines nues, on parlait dans le temps de pralinage. Ça se fait toujours, cette chose-là? Oui, ça se fait toujours. Ça se fait de moins en moins, mais il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Et si on n'a pas de pralin, on mélange avec de la terre. L'amendement organique dont je parlais, s'il est bien décomposé, on mélange avec de l'eau et puis ça permet d'avoir une couche organique autour des racines qui va favoriser le développement des radicelles pour pouvoir avoir une bonne reprise. Oui, puis ça protège la radicelle de l'air et ça l'empêche de se dessécher, parce que la radicelle, c'est quelque chose de très fin et qui peut se dessécher très vite, quoi. C'est ce qu'on appelle un peu l'écologie des racines. Alors, dernier conseil, c'est sur les plantes qui sont en pot ou en conteneur. Regardez bien comment sont disposées les racines. Si vous avez un tapis de racines tout autour de la motte, il faut démêler tout ce monde-là. Et si vous avez un gros chignon à la base, moi, je vais carrément trancher là-dedans. Oui, il faut le trancher et puis donner un petit coup de bêche ou avec un canif. Enfin, la mode de la plante qui est complètement ancienne avec les racines qui tournent, on fait des traits. Si on la plante telle que, les racines vont continuer à tourner. On retrouve dans des jardins, on arrache des arbres qui ont été plantés en conteneur où les racines ne se sont pas développées, elles ont continué à tourner. Donc ça, c'est vraiment important. Et autre conseil, aussi faire tremper la motte dans une poubelle d'eau de façon à ce qu'elle soit bien gorgée d'eau jusqu'au cœur au moment où on la plante. Alors, tu parlais justement de cet arrosage, la quantité qu'il faut donner à un arbuste quand on le plante, elle est importante. On remplit la cuvette d'arrosage et quand on arrose, on va voir qu'il y a des bulles d'air qui se forment au niveau. Et ben, ça veut dire que les vides d'air qui sont dans la terre sont en train de se combler. Et l'air remonte. Donc, quand ça fait plus de bulles, on arrête. Alors, disons que sur un arbuste de 1 mètre, pour avoir une sorte de recette, comptez quand même au moins 10 litres par semaine pendant... Alors, là, on est à l'automne, mais on va dire au moins pendant 3 ou 4 semaines, 10 litres, comme ça, vous êtes sûr. S'il pleut, averse, vous évitez, mais sinon, la saison est normale, il faut quand même arroser, et ça, c'est très, très important. Quoi de neuf au jardin? Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à visiter. Mes chers amis, je vous l'ai dit régulièrement, mais Pierre est un grand voyageur, explorateur de pépinières, et il a trouvé un charme, mais alors un charme très très étroit. C'est comme un cyprès de Provence. Oui, un charme pyramidal. Carpinus betulus pyramidalis, c'est celui que l'on connaissait, que je ne plantais pas trop dans les jardins, parce qu'il devenait quand même très large. Ça demandait de la taille. Autrement, il y avait monumentalis, mais celui-ci poussait très doucement. Dans une pépinière, j'ai découvert Carpinus betulus bonanomi, qui garde vraiment sa forme de colonne. C'est vraiment une vraie colonne qui demande très peu de taille. Quand il atteint la hauteur désirée, tous les 2-3 ans, vous lui coupez un petit peu la tête et il reste comme ça. Très joli feuillage, aucune maladie. Enfin, vraiment une plante sans souci pour le jardin. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il sert notamment dans des jardins des villes ou des petits jardins pour cacher un vis-à-vis. On va le mettre contre le mur et les branches vont pas lécher le voisin. S'il est étroit, faut en mettre plein. Ah non, mais il est quand même pas étroit. Il arrive quand même à avoir 1 mètre de diamètre quand il va pousser. Par rapport à un charme fastigié qui, lui, peut avoir 1,50 m, 2 mètres de diamètre, ça reste un petit fastigié. Soit on va s'en servir pour faire comme des cyprès, c'est-à-dire dans le paysage, soit on va faire un alignement. L'arbre qui n'embête pas les voisins, ça peut être quand même assez sympa. En revanche, moi, je vais vous parler d'une plante qui pourrait devenir extrêmement embêtante et qui a été découverte tout récemment en France. Elle s'appelle Gymnocoronis spilanthoides. C'est une astéracée, donc une composée, qui est native d'Amérique du Sud. Et elle est déjà considérée comme envahissante en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Chine. Elle a été découverte, vous observez, en France en août dernier. Et on ne sait pas trop comment la population est arrivée. C'était à côté du Mans, dans la Sarthe, et ça a inquiété donc les autorités qui se demandent est-ce que c'est les oiseaux migrateurs, est-ce que c'est dans un transport, etc. Ça n'avait pas été vu. La plante a été arrachée. Il faut faire extrêmement attention. Donc dans toute cette région-là, ils sont sous surveillance. Mais voyez que en permanence avec les échanges internationaux qu'on a, eh bien, il peut y avoir des végétaux. Alors, il y a des maladies, on en parle aussi assez souvent, qui peuvent être redoutables et nous poser des problèmes. Nous avons beaucoup avancé dans la saison, donc il n'y a pas actuellement, ou du moins pas à ma connaissance, de salon
ou de fête des plantes, peut-être des trucs à Noël, et puis après, on aura le printemps. Alors, que nous dit Calimera ? Faut-il tailler les clématites ? Pourquoi, quand et comment ? Alors, Du Jardin TV a mis sur le sujet plusieurs vidéos qui ont été tournées avec des spécialistes des clématites, que ce soit Marie-Laure Rollin des Pépinières Javois ou mon ami Arnaud Travers des Pépinières qui portent son nom, et qui vous explique quand et pourquoi. Mais nous, on va quand même un petit peu les détailler, puisqu'il y a une question, il faut bien donner cette réponse. Déjà, pourquoi tailler la clématite ? C'est pour garder les branches qui vont porter les boutons à fleurs de l'année suivante et d'éliminer celles qui ne les porteront pas. Voilà, et puis leur donner une taille, on va dire, raisonnable pour certaines. Il y a 3 groupes distincts de clématites qui demandent une intervention différente. Parce que si vous ne taillez pas la clématite au bon moment, vous risquez tout simplement de supprimer la floraison potentielle. Ce que l'on appelle le groupe 1, qui sont des clématites à petites fleurs, qui s'appellent clématite alpina, armandie, macropétala. Elles fleurissent tôt au printemps, mais les bourgeons se développent dès l'été précédent. Donc, on va systématiquement tailler après la floraison et avant l'été, de manière à ce que la plante elle ait le temps de créer ses boutons de floraison l'année prochaine. Donc qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on élimine tout simplement tout ce qui a fleuri pour pouvoir garder une certaine compacité. Et sur Armandie, qui est la clématite à feuillage persistant, il faut nettoyer quand même. Oui, puis c'est une vraie liane, donc elle pousse très rapidement. La floraison a lieu plutôt en mars-avril. Une floraison très abondante. On ne voit plus que les fleurs, on voit quasiment plus le feuillage. C'est absolument extraordinaire. Par contre, c'est une liane et tous les 3, 4, 5 ans, il faut vraiment la réduire en dimension. Ça fait beaucoup de feuilles mortes et de temps en temps, il y a une grande branche qui sèche. Il ne faut pas hésiter à la rabattre très sévèrement, puis nettoyer un petit peu. Le groupe 2, c'est ce que l'on appelle habituellement les hybrides à grandes fleurs. Donc, ces clématites qui fleurissent courant mai en général. Certaines remontent aussi en automne. Et on les taille à la fin de la floraison. Pas besoin vraiment de beaucoup les tailler. Alors, Arnaud Travers, il dit la chose suivante. On ne se casse pas la tête au début du printemps. Lorsqu'on voit les premiers bourgeons arriver, on va couper au-dessus du premier bourgeon le plus bas possible, de manière à ce que la plante reste compacte. On peut en garder 2 si on est un petit peu inquiet, mais globalement, c'est une plante qui repart assez bien, mais évidemment, attendez le début de la végétation. Le groupe 3, qui est clématite Jacquemanie. Les Jacquemanie, elles sont bleu-violacées, avec des fleurs assez grandes. Et puis, 2 groupes qui sont de très très jolies clématites qui gagnent à être connues, les Texensis et les Viticella. C'est des plantes qui sont très étonnantes et qui se comportent plutôt comme des vivaces. Oui, on peut les couper à ras et elles vont monter à 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres, rarement au-dessus. Et elles vont avoir une floraison très généreuse, très importante. Et là, on n'a pas à se poser de questions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études horticoles pour ça. Vous coupez à ras, ça pousse, ça fleurit. Les tiges, elles sont abîmées par l'hiver. Oui, ça enlève le côté capricieux des clématites qu'on avait autrefois. Si vous avez une vieille clématite, elle est devenue assez moche au début du printemps, 30-40 cm du sol, c'est une taille de régénération et qui est quand même pas trop mal. On la conseille même sur certaines jeunes plantes pour leur donner de la force, de le faire pendant 2-3 ans après la plantation, chaque année, quick. On y va. On commence à en planter de plus en plus. C'est une plante qu'on avait un peu laissée de côté. Et l'avantage de ces plantes, c'est qu'on va les planter dans les arbustes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un arbuste persistant, parce qu'en ville, on nous demande de planter beaucoup de persistants, de mettre une clématite au pied de l'arbuste, ça permet de lui donner une deuxième floraison. Et donc, on a, sur un espace disponible, 2 floraisons qui vont se succéder. Ça qui est intéressant. C'est ce que conseille notre ami Arnaud Travers. Vous êtes curieux de plantes et de nature? Toutes les réponses et bien plus encore dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
Dans notre dossier d'aujourd'hui, on va parler légumes que moi je ne consomme pas ou très rarement, qui sont devenus à la mode depuis quelques années. Certains les ont appelés les légumes oubliés. On peut dire les légumes d'antan. Il y en a certains même qui sont presque devenus des classiques maintenant. Ce que je voudrais qu'on voit avec Pierre, c'est un peu expliquer pourquoi certains légumes avaient disparu. Et puis, surtout, se faire une sélection de ce qui nous semble les plus intéressants. Alors déjà, pourquoi est-ce que on cultivait certains légumes à une époque et qu'aujourd'hui, on a complètement changé? Il y a évidemment les habitudes alimentaires, mais pas que. Il n'y a pas que. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'à l'après-guerre, la fin des années 40, début 50, la France n'était pas en autosuffisance alimentaire. C'est ce que produisaient les agriculteurs français ne suffisait pas à nourrir le pays. Il y avait le plan Marshall avec des bateaux, des produits alimentaires qui arrivaient de Californie en Europe. Avec l'INRA, on a apporté des engrais chimiques et on a fait en sorte que l'agriculture produise plus pour nourrir tout le monde. De là, on a sélectionné les variétés les plus productives et oublié les variétés moins productives, mais qui sont plus résistantes aux maladies, qui ont besoin d'engrais. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ces légumes sont tombés en désuétude. Et puis, si je peux parler de mon père, qui était enfant pendant la guerre, vous lui aurez jamais fait manger une topinambour ou un rutabaga parce qu'il en avait bouffé pendant toute la guerre et qu'il en avait ras-le-bol. Une autre génération qui n'a pas connu cela trouve les topinambours délicieux aujourd'hui. Alors ça a joué effectivement, et il ne faut pas oublier non plus les périodes de famine, la dernière en Europe ayant eu lieu en 1933, donc il y a eu une époque où les gens n'avaient quasiment rien à manger, sauf ce qui poussait pratiquement spontanément. Il faut quand même insister sur l'évolution du goût avec une appréciation d'un goût, même si ce n'est pas celui de Pierre, moins prononcé au niveau de l'amertume, de l'astringence. Les gens aiment mieux aujourd'hui les choses douces que les choses un peu rustiques, un peu brutales au niveau du goût. Et puis, il y a une certaine faute, si je puis dire, de la part de la distribution des revendeurs qui ont voulu des plantes d'aspect coloré, d'aspect un peu standardisé pour bien les mettre en place, même pour les faire voyager parfois, etc. Et puis, comme tu dis, la sélection des variétés. Alors, je ne suis pas tellement d'accord par rapport à cette histoire qui est un peu rabattue de dire on a fait des hybrides qui demandent plein d'engrais, machin. C'est pas vrai. On a fait des hybrides d'abord pour les rendre résistants aux maladies, parfois pour les améliorer au niveau des performances de production. Mais il ne faut pas oublier que depuis les années 1970, la population mondiale a doublé, donc il fallait nourrir quand même tout le monde. Et puis, il y a aussi les hybrides qui ont été créés pour mieux voyager. Là, on est dans l'esprit plutôt commercial des plantes, effectivement, qui sont limitées en nombre. Et puis, il y a aussi les agriculteurs qui ont voulu des choses qui se produisaient plus rapidement, qui stockaient bien, qui se conservaient bien, avec des méthodes qui ont évolué dans la conservation, etc. Sans oublier un truc qui a joué, je pense, un rôle aussi, c'est le cadre juridique de la commercialisation des semences. Bien sûr. Ça a joué un rôle. Oui, pas que des semences. Il y a encore pas si longtemps, les agriculteurs ne pouvaient pas vendre une pomme qui était grêlée, une pomme qui avait un défaut, alors qu'elle était très bonne pour la consommation. Je ne parle pas des pommes abîmées par de la tablure, d'une pomme qui était vraiment tout à fait saine, mais comme elle avait des défauts, elle était un peu tordue, on n'avait pas le droit de la vendre. Aujourd'hui, la législation a changé. On a le droit, mais on ne la vend toujours pas parce que le consommateur n'a pas changé son regard. Certains, ça commence à bouger un peu. Tout d'un coup, fin du XXe siècle, on se met à redécouvrir avec effectivement plutôt la tendance bio qui recherchait peut-être des légumes plus solides, un peu comme tu le disais. Des légumes qui n'ont pas besoin de traitement, pas besoin d'intrants en fait, qui peuvent se cultiver sans apport d'engrais chimiques et sans traitement chimique. Alors les premiers qui ont été redécouverts, si je puis dire, c'est assez curieux. Le panais qui est peut-être le légume le plus anciennement consommé par l'homme, on l'avait oublié, on mangeait que de la carotte. Là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans un magasin de primeurs sans trouver du panais. Sur tous les marchés, il y a du panais. Le deuxième qui est arrivé aussi, tu l'as cité tout à l'heure, c'est le topinambour. Le topinambour, on a redécouvert la subtilité du goût et
j'ose le dire, moi qui n'aime pas d'habitude les légumes, le topinambour, c'est savoureux. C'est le goût d'artichaut. Voilà, ça a exactement le goût d'artichaut. C'est embêtant parce qu'il ne faut pas en manger trop non plus, ça fait un peu mal au ventre. On le fait cuire avec du bicarbonate de soude et ce problème n'existe plus. Vraiment ? Ah oui, tu mets un peu de bicarbonate de soude dans l'eau et tu n'as plus ce problème. Eh bien, écoutez ce que vous dit Pierre, il a raison. Et puis, l'engouement, c'est les cucurbitacées. Là, il y a eu une redécouverte. Le pâtisson s'était complètement oublié, alors que c'était lui aussi un des premiers fruits légumes, que l'homme avait cultivés. Après, il y a aussi, on parle des cucurbitacées, c'est sûr que le butternut et le potimarron... Mais le butternut, c'est relativement récent. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est des légumes qui sont tellement faciles à cuisiner. Il y a ça qui rentre aussi en ligne de compte, je pense. Oui, parce que tu veux dire le crône du Japon, par exemple, qui est revenu, c'est une galère. Ah ouais, ça, à nettoyer. le butternut, tu le coupes, tu le mets au four, un peu de sel, un peu d'huile d'olive, et une demi-heure après, c'est prêt. Justement, tiens, quand on parle des cucurbitacées, dans les plus goûteuses, tu viens de citer, à mon avis, les deux vraiment les plus agréable au goût, butternut et potimarron. Potimarron, c'est formidable. Pourquoi c'est formidable ? Parce que vous pouvez à la fois en faire un légume ou en faire un dessert. Une tarte au potimarron sucré, c'est délicieux. Peut-être même d'ailleurs, avec un peu de chocolat, ça le fait vraiment. Après, où je suis un tout petit peu moins passionné, la courge spaghetti, qui est arrivée aussi à la mode. C'est plus une question de matière, là. De texture. C'est un peu le goût de flotte, quand même. Hein. Ce qui est meilleur, je pense, c'est courge musquée de Provence et le patidou. Ah, je connais pas le patidou. Mais le patidou, c'est une petite courge comme ça, entre le giromont et le pâtisson, de toutes les couleurs, très très mignonne, et avec un goût vraiment qui est très très sucré. En revanche, ce qu'on voit maintenant pas mal chez les primeurs, où je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt gustatif, c'est le pâtisson, qui est tout blanc, crénelé. Ça va prendre le goût de ce avec quoi on cuisine. Ça fait pas partie de mes légumes préférés, en tout cas. Le giromont, lui, peut être intéressant, parce que, vous savez, c'est le bonnet d'évêque, là. Lui, on le creuse, on met la soupe dedans, et puis ça fait une présentation. Alors maintenant, on va essayer de passer en revue les différents légumes dits anciens ou oubliés que l'on n'oubliera pas. La roche. La roche, très facile de culture, très abondant, se mange cru en salade. C'est qu'on ne fait pas une salade d'arroche, hein. On va couper des feuilles d'arroche qu'on va mélanger avec d'autres feuilles. Les meilleures salades, c'est celles où on mélange plein de plantes différentes. Donc là, en plus, certaines sont un feuillage pourpre, donc c'est décoratif, parce que c'est aussi, quand on voit une assiette, que les couleurs sont jolies, c'est plus appétissant, ça fait plus plaisir. Et c'est très facile à cultiver, très facile à cuisiner, et ça peut se manger comme les épinards. Ça a un goût un peu plus... Non, mais il faut le mélanger avec autre chose. Avec de la crème. Non, tu le mets avec des blettes, par exemple. Tu le mets avec du verre de blettes, tu le mets avec autre chose. C'est-à-dire que tu ne fais pas cuire que tes feuilles d'arroche. Tu vas le mettre avec d'autres légumes que tu vas cuire. Je trouve ça pauvre. Quand tu fais des tomates farcies, tu peux le mettre avec la farce de tes tomates, hein, avec toutes les herbes que tu mélanges avec, par exemple. Bon, essayez. Je suis triste. Le cardon. Le cardon, d'abord, il faut avoir de la place, parce que ça prend beaucoup de place dans le jardin. C'est très méditerranéen, quand même. Lyonnais. C'est méditerranéen, mais c'est Moyen-Orient. C'est le légume de Maghreb, Lyon. C'est le légume de Lyon, le cardon. Par contre, à éplucher, à préparer. On le fait pour Noël, Nouvel An. Il y a du gratin de cardon. Tu voyais autrefois les sacs de farine qu'on donnait aux animaux, c'était en papier. Ça emballait les cardons. On emballait les cardons. Et par contre, à éplucher, c'est un peu une galère. Autant la roche est un légume facile, autant le cardon, ça demande un peu de préparation. Le quénopo de Bon-Henri, on va avoir la même utilisation que la roche. C'est plus doux quand même. Je pense que c'est un petit peu plus agréable au goût. Il y a une chose à faire sur les quénopos de Bon-Henri, c'est d'éviter que ça monte à fleurs si vous voulez avoir des feuilles qui soient plus tendres et qui soient plus agréables. Une plante que je n'ai jamais goûtée, j'étais pas très engagé non plus, c'est le cerfeuil tubéreux, c'est revenu à fond. C'est délicieux. Le cerfeuil tubéreux ou le persil tubéreux, qui n'est pas la même plante, ça se ressemble vraiment. Moi, j'ai goûté ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand on fait des volailles en cocotte, des choses comme ça, c'est succulent. Enfin, je veux dire, ça fonce dans la bouche. On en fait de la purée, d'ailleurs. Je l'aime bien en petits morceaux. Je trouve que c'est un légume qui vraiment l'accompagne énormément. Alors ça, c'est tellement rustique que vous pouvez déjà le semer maintenant. Le chou rave, on met ça dans les pot-au-feu. Non. Le chou rave, moi, je l'aime cru, en apéro, en tranches très fines. C'est délicieux. Je suis consterné. Quelle tristesse. Moi, je dis dans le pot-au-feu. Non, le petit chou rave, vous mettez un petit peu d'olive, sur ce que vous voulez. Pour l'apéro, moi, je préfère le feuilleté au roquefort, par exemple. Oui, mais...
Le crône du Japon. Tu peux mettre le roquefort sur le chourave. Ah, peut-être. Le crône du Japon, voilà. C'est la préparation qui est une galère. Ah oui, alors si on les achète déjà tout lavés, ça peut aller, mais... Le problème, c'est que ça ne produit pas non plus. C'est-à-dire qu'on en récolte une petite poignée. C'est rigolo, parce que ça a une forme assez marrante. Et curieusement, je vais peut-être t'étonner, mais j'en ai goûté. Quand c'est sauté, ça ressemble un tout petit peu à l'artichaut, mais moins prononcé. C'est pas trop mal. Si vous voulez les cultiver, il faut un sol quand même qui soit bien sableux. Un que j'ai vraiment jamais goûté, c'est l'épinard fraise. Les feuilles comme des épinards, a priori. C'est oui, comme le kénopode, comme la roche, comme ça. C'est les feuilles, soit on les jette dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive, on les fait revenir comme ça, soit on les fait blanchir à l'eau. Le truc qui est à la mode, mais je trouve vraiment sans aucun intérêt, c'est l'ortie. Ça ne vaut vraiment pas une fricassée d'épinards. Ou même la soupe à l'ortie, franchement. La soupe à l'oseille ou la soupe au cresson, c'est bien meilleur que la soupe à l'ortie. C'est différent. Alors l'ortie, tu vas essayer une chose, tu vas couper une belle branche d'ortie, tu vas la mettre dans un pichet d'eau, tu vas la laisser quelques heures et après tu vas boire ton eau, tu verras, tu vas goûter le goût de l'ortie. C'est plein de matières minérales, ça reminéralise le corps. Je le fais pas seul, je l'accompagne avec autre chose. Oh mais j'en ai bu chez toi de l'eau à l'ortie. Je préfère une bonne Vitale, je suis désolé. Les orties, attention à un truc aussi, ça pousse souvent dans les terrains pollués. Donc méfiez-vous de l'endroit où vous les récoltez, ou alors vous en cultivez dans votre propre jardin. Alors on va venir maintenant à la star, qu'est le panais. C'est vrai que j'ai découvert le panais un jour au domaine de Saint-Jean-de-Bourgard, où ils faisaient des chips de panais. Et là, j'ai dit, tiens, c'est marrant, c'est quand même très très bon. Après... Quand vous mangez du panais juste cru râpé, franchement, c'est pas terrible. Le panais, c'est pareil. Soit tu le fais en potage, il est mélangé aux autres légumes. Soit tu le mets en purée, mais tu le mélanges avec des pommes de terre, avec des carottes. C'est rarement des choses que l'on mange seul. On voit parfois de la purée de panais, même servie au restaurant maintenant. Mais moi, je la préfère mélanger avec des pommes de terre, avec des carottes. Alors ça aussi, sol sableux, parce que les racines peuvent être grandes. Le pois asperge, je connais pas trop bien la plante. On mange les graines cuites un peu comme des petits pois. C'est surtout rigolo parce que c'est une plante qui fait des gousses carrées. C'est plutôt une plante, je dirais, décorative, entre guillemets. Bon, certains disent que c'est bon avec du lard, mais le petit pois, je pense qu'il doit être encore meilleur. Le pourpier, alors qu'une plante sauvage, quand il est très très jeune, on peut en faire des salades, tout simplement. On le met en salade, toujours pareil. On ne mange pas que du pourpier. On le mélange avec le reste. Et ça, c'est très bon. Une plante qu'on appelle le pourpier d'hiver, mais qui n'est en rien un pourpier, qui est un clétonia, qui permet d'avoir une salade au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février. Donc, c'est quand même extraordinaire. Vous en avez déjà parlé. Voilà, donc jamais le clétonia, c'est magnifique. Et la roquette, la roquette maintenant c'est devenu presque une salade de base pour tout le monde. La scorsonnaire, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Achetez-la plutôt toute prête dans le commerce, ça sera plus simple. Le topinambour, là on l'a évoqué au début. Donc, voyez... Oui, et à son cousin l'hélianthi, qui n'a pas tout à fait la même forme. Ouais, mais c'est tout petit. Non, c'est aussi gros que le topinambour, mais par contre, c'est plus facile à éplucher. Ouais, ça, c'est très bon. Bon, il y a l'oca du Pérou, il y a la réponse. Bon, l'oca du Pérou, ça n'a jamais été... Non, c'est très joli. Oui, c'est joli l'oca du Pérou en plante, avec les feuilles. Voilà, ça nous fait un petit tapis vraiment très sympa. Si vous êtes intéressé par ce type de légumes, que vous voulez en cultiver dans votre potager, sachez que la ferme de Sainte-Marthe, entre autres, a plus de 250 variétés. Puis il y a ce bouquin, on en avait parlé ici sur l'antenne, donc qui est aussi fait par la ferme de Sainte-Marthe. Tous les légumes, il y a tout là-dedans. Ils vous donnent même des petites recettes, donc pourquoi pas essayez. Oh, ça va te plaire comme question, mon cher Pierre. Kevin qui demande, existe-t-il des hortensias grimpants ? Eh bien, la réponse est oui, et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et qui sont très beaux. Le plus courant est l'hydrangea pétiolaris, qui est rustique, qui pousse doucement, il ne faut pas être pressé. Donc il faut attendre plusieurs années avant qu'il recouvre le mur. Par contre, quand on veut une plante pas trop envahissante, c'est parfait. L'hiver, il n'y a plus de feuilles, donc il y a une forme avec ses tiges, ses bourgeons, son écorce. Plutôt mignon, pas plein ombre. Il lui faut quand même de la lumière. Mais ça pousse bien sur un mur au nord quand même. Oui, quand on dit ombre, c'est à l'ombre sous un arbre. Voilà. Les hortensias aiment la lumière, ils n'aiment pas l'ombre sous les arbres. Hydrangea pétiolaris, faut être extrêmement patient. J'en ai vu des sublimes énormes, ça peut être très grand,
Nous, on en a un au jardin. D'ailleurs, je crois que c'est Pierre qui l'a planté. Il y a au moins une dizaine d'années. Il a toujours la même taille. Je pense que ça ne supporte pas la concurrence des autres végétaux. Il doit vouloir être tout seul. On a d'autres hortensias grimpants, comme Hydrangea anomala. Alors là, on est sur des plantes qui sont d'origine de Chine, ces deux-là. Ça ressemble énormément. D'ailleurs, il y en a qui parlent d'Hydrangea anomala sous-espèce Peciolaris pour celui dont on vient de parler avant. C'est peut-être un petit peu plus puissant que l'Hydrangea Peciolaris, avec des feuilles qui sont, pour moi, un peu plus longues, un peu plus larges. Mais la plante, elle est énorme. Hein. Elle peut faire jusqu'à 10-15 mètres de long. Si on va du côté du Mexique, Monsieur Miguel, bonjour, on a Hydrangea semani. Alors lui, il est persistant. Oui, il garde vraiment son feuillage tout l'hiver. C'est drôle parce que c'est une espèce qui a été découverte qu'en 1924. Parce que ça pousse en haut de la Sierra Madre, vers 2000-3000 mètres. Et donc, pas de problème de rusticité, même s'il est mexicain. Il s'accroche tout seul, comme d'ailleurs Peciolaris, avec des crampons. Là, les feuilles sont plus coriaces et il a des boutons floraux avec 2 bractées tout autour. Et puis, on a donc des très, très beaux corymbes qui apparaissent, eux, un peu tardivement, en fin d'été. Attention, je disais c'est plus rustique, mais c'est pas tropical, mais bon, moins 7 maximum, peut-être. Pas trop fréquent, hein, d'ailleurs, dans les pépinières. On commence, on l'a remis dans la gamme, on en plante une dizaine de pieds par an. Et en rusticité, je peux pas dire. Et puis Ceratifolia, là, on est du côté du Chili. Pareil, découvert en 1925 seulement. Et pareil, persistant aussi. Feuilles qui peuvent atteindre 15 cm, qui ne sont pas aussi dentelées, par exemple, que celles de Hydrangea Peciolaris. Et les fleurs sont en juin. Et là, on a des bouquets cylindriques qui sont assez beaux. La plante, elle est semi-rustique, plutôt à planter en bord de mer. Et puis, il y en a un autre d'Hydrangea, commercialisé par la pépinière Travers, qui s'appelle Winter Surprise. Ah, c'est un cultivar. Ouais, on dit qu'il est persistant, mais il n'est pas persistant. C'est un faux persistant. C'est-à-dire que son feuillage va rester tout l'hiver sur la plante, va passer au rouge. Quand les jeunes pousses sortent au printemps, il fait tomber les vieilles feuilles. Comme une sorte de marcescence. Oui, mais avec des feuilles rouges, pas avec des feuilles marron. Voilà. Et c'est l'Hydrangea qui pousse beaucoup plus vite que l'Hortensia Peciolaris. Et on le plante depuis 2 ans, donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, il est donc beaucoup plus rapide en pousse. Et l'hiver, on a tout un feuillage rouge qui est quand même très décoratif, plus une floraison. Donc je pense que ça, c'est vraiment une plante d'avenir. Eh bien, une autre plante d'avenir que nous, on adore et qu'on a au jardin, qui est très proche, qui s'appelle Schizophragma hydrangeoides. C'est une plante japonaise. Et la floraison, elle est beaucoup plus élégante que celle d'Hydrangea Peciolaris, parce que le pétale, il est au bout d'un long pédicelle comme ça. Ça vous fait des grandes inflorescences. C'est une floraison fin juin. C'est d'une élégance extra. Ah non, mais on a des diamètres de fleurs qui peuvent atteindre 20-25 cm. C'est une liane, hein. Ah oui. Plante grimpante qui mérite d'avoir plus de succès. Et voilà. Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre. La saison s'écoule en pente douce. On va arriver au mois de décembre, puisque la semaine prochaine, on arrive sur décembre. Que va-t-on faire entre le 26 et le 3 décembre ? Essentiellement, l'entretien courant. Oui, on peut entretenir ces outils si on ne l'a pas fait, mais dans le jardin, c'est un petit peu ce qu'on a dit les semaines précédentes, tailler les branches sèches si elles gênent. Voilà, le jardin l'hiver, de toute façon, il n'y a plus vraiment grand-chose à faire au jardin, si ce n'est de regarder et de se dire, tiens, qu'est-ce que je voudrais modifier l'année prochaine. Alors moi, je conseille quand même de rapprocher vraiment les plantes d'intérieur des fenêtres pour leur offrir le maximum d'éclairage. Là, vous pouvez les mettre directement en pleine lumière, il n'y a absolument pas de problème. Si vous n'avez pas de pièces qui reçoivent vraiment beaucoup de lumière, augmentez avec de l'éclairage artificiel. Il faut au moins 6 heures par jour de plein éclairage pour une plante. Sinon, vous allez avoir des feuillages qui vont jaunir et puis qui vont tomber de façon précoce. En ce moment, on a aussi tous les cactus qui méritent d'être dans des pièces un peu plus fraîches. Attention aux agrumes, on en a parlé pas mal, mais regardez bien la météo de façon à les protéger avec un voile s'il y a besoin. Palmiers, d'une manière générale, si c'est Trachycarpus, il n'y a rien à faire. Si c'en est d'autres, peut-être un petit voile aussi. Les bananiers, pareil, on en mitouffe tout ce monde-là quand il va
faire très très froid. Et puis après, pensez aussi à vos poteries. Si la température risque de geler pendant un certain temps, et surtout si vous avez des alternances de gel et de dégel, vous avez intérêt à envelopper les poteries d'extérieur avec du plastique bulle pour les protéger du gel. Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre. Eh bien, un petit peu de lecture avec un livre que nous a apporté Pierre. Il s'appelle « Oser la ferme florale » de Hélène Taquet, chez Jouvence Nature. Alors, c'est quoi ce livre? C'est un livre qui, pour les gens qui voudraient produire de la fleur, et de la fleur française, qui va vous expliquer comment créer votre exploitation de fleurs à couper. Ah, c'est pour des professionnels, alors. Il peut servir aussi pour des gens, pour le grand public, pour savoir comment, quand on veut faire un jardin de fleurs à couper, comment s'y prendre, quelle variété choisir. Voilà, vous avez tout qui est dans ce manuel, facile à lire, et Hélène Taquet qui a créé le collectif de la fleur française. En tous les cas, moi, je vais être un peu plus mondial, parce que ce livre-là, qui n'a rien à voir avec le jardin, mais rien, il a à voir, en revanche, avec notre planète. Il a à voir avec l'environnement, il a à voir avec toutes les problématiques dont on parle aujourd'hui. Et il est simplissime, puisque c'est 100 cartes. Alors, pour sauver la planète, je trouve ça un peu énorme, mais 100 cartes qui vont vous informer sur plein de choses que l'on n'imagine pas. Par exemple, vous avez les surfaces de forêt en 1900, celles d'aujourd'hui. On voit qu'on a énormément augmenté. Je prends n'importe quoi au hasard. Vous avez les déperditions calorifiques, le CO2 que vous dépensez. Vous avez plein de choses qui sont extrêmement intéressantes là-dessus. Moi, j'ai adoré, par exemple, vous avez combien d'arbres y a-t-il pour chaque être humain? Combien de kilomètres de la surface de la Terre sont recouverts avec du béton? Combien de forêts devrions-nous planter si on voulait neutraliser notre impact de CO2? Quel choix pour changer l'avenir? Enfin, il y a plein de trucs. C'est simplissime à regarder. C'est bien fichu. La mise en page, elle est tout à fait différente. On vous dit par exemple que chaque année, on tue 100 millions de requins et que les requins tuent 8 hommes. Enfin, des choses que l'on n'aurait pas imaginées. Et ça vous permet de comprendre les problématiques environnementales d'aujourd'hui. C'est chez Glénat et ça vaut 35,50 €. Ça peut être une bonne idée de cadeau, même pour des adolescents, par exemple. Ça leur permettra de comprendre pas mal de choses. Un autre livre qui est réalisé par un auteur qui est bien connu puisqu'il a été directeur du Muséum national d'histoire naturelle, il s'appelle Yves-Marie Alain. Il nous raconte une histoire des jardins potagers. Alors, comment, après avoir domestiqué les légumes, on les a cultivés, améliorés au fil du temps. Il nous parle du jardin vivrier, nourricier, légumier, le potager, enfin, toute cette évolution qui arrive aujourd'hui au jardin tel qu'on le conçoit dans le potager moderne. Et puis il vous parle aussi des grands potagers, le potager de Versailles, le potager de Villandry, le potager de la Roche-Guyon, enfin tout ça. Vous rencontrez aussi quelques personnages, évidemment, l'incontournable La Quintini et compagnie. Donc c'est un livre qui est agréablement illustré. Il y a des très très beaux documents anciens. C'est bien écrit, ça se lit facilement. C'est chez Quae et ça s'appelle Une histoire des jardins potagers, ça coûte 26 €. Sweet Garden, mon cher Pierre. Y a-t-il des précautions particulières à prendre avec la tondeuse maintenant qu'on n'en a plus d'utilité? Vous pourriez faire vous-même tout un tas de trucs, la vidange, changer le filtre à air, changer la lame, si vous êtes bricoleur, pourquoi pas? En tous les cas, la première chose à faire sur la tondeuse, c'est de nettoyer, que ça soit bien propre, et de les stocker au sec. L'idéal même, d'ailleurs, c'est de les stocker surélevés, pas les mettre directement au contact avec le sol. Après, il y a plusieurs types de tondeuses. Une tondeuse électrique, par exemple, il n'y a strictement rien à faire autre que le nettoyage. On peut quand même graisser aussi toutes les pièces qui sont en mouvement, à savoir les axes de roue et aussi les brancards, de façon à... Il n'y a pas de grippage, si on veut. Les robots... Mon conseil, c'est directement chez le marchand réparateur. Il va faire à la fois une révision du programme et surtout, il faudra le faire venir de préférence au printemps. Chaque année, vous le faites venir une fois pour que tous les réglages sur le terrain soient faits. Et là, vous serez vraiment tranquille. Sur les tondeuses à moteur thermique,
Là, vous avez la nécessité donc de faire ce que je disais, vidange, changer la bougie, changer le filtre à air et souvent changer la lame. Vous pouvez le faire vous-même ou vous donnez en ce moment la tondeuse à réviser aux professionnels. Si vous avez du matériel à batterie, donc on est sur de l'électrique, il n'y a pas vraiment d'entretien, mais ne laissez pas la batterie loin de son chargeur. Il ne faut pas qu'elle se décharge entièrement. Une petite chose sur les tondeuses à essence, videz absolument le réservoir de carburant. Il faut qu'il soit totalement vide, de manière à ce qui n'est pas à la fois de dépôt et surtout que le carburant, lui, ne s'abîme pas au fil des mois, puisqu'on va avoir quand même un stockage de plusieurs mois sans avoir de tonte. Il n'y a qu'un seul type de carburant, je crois que ça s'appelle de l'Aspen, que l'on peut garder en permanence. Sinon, il faut vraiment vidanger. Autre chose, toi, tu as du matériel à moteur? Pour le matériel, la batterie, pas laisser les batteries l'hiver dehors. Il faut les rentrer dans un endroit sec et antigel, quoi. Voilà. Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plante, de jardin ou de jardinier. On ne pouvait pas y échapper. On est encore un petit peu à la fin, mais à la possibilité de planter les tulipes. On les a peut-être déjà mises en terre, mais je voulais vous raconter l'histoire de la tulipe parce qu'elle est assez extraordinaire. C'est une plante qui aujourd'hui semble d'une banalité totale et vous allez voir qu'à une époque, c'était pratiquement la ruée vers l'or. Avant ça, je voudrais commencer par vous lire un petit poème de Théophile Gautier qui a écrit tout simplement en 1839 « La tulipe ». Moi, je suis la tulipe, une fleur de Hollande, et telle est ma beauté que l'avare flamand paye un de mes oignons plus cher qu'un diamant. Si mes fonds sont bien purs, si je suis droite et grande, mon air est féodal et comme Yolande, dans sa jupe à long pli étoffé amplement, je porte des blasons peints sur mon vêtement. Gueule facée d'argent, or avec pourpre en bande, le jardinier divin a filé de ses doigts les rayons du soleil et la pourpre des rois pour me faire une robe à trame douce et fine. Nulle fleur du jardin n'égale ma splendeur, mais la nature, hélas, n'a pas versé d'odeur dans mon calice fait comme un vase de Chine. Évidemment, c'est pas n'importe qui pouvait écrire une chose comme ça, mais si vous détaillez tous ces vers, vous avez une description assez extraordinaire de ce qu'est une tulipe. Plante qui est originaire du Moyen-Orient, de Perse. De Perse, d'Afghanistan, de Syrie, et il y en a quand même quelques-unes du sud de l'Europe. Plante que l'on connaît dans le Moyen-Orient depuis longtemps, au XIIIe siècle déjà, on la cultivait, et pas du tout en Europe. Et il a fallu attendre la première moitié du XVIe siècle pour que l'ambassadeur du Saint-Empire romain auprès de Soliman le Magnifique, qui s'appelait Ogier Ghislain de Busbecq, rapporte les premières graines de tulipes à Vienne et qui ont fleuri pour la première fois en 1559 dans un jardin qui était à l'époque dirigé par Charles de l'Écluse, Carolus Clusius. Et ce Charles de l'Écluse, qui était des Pays-Bas, a tout de suite aimé ces plantes et il les a introduits en Hollande, qui est aujourd'hui le pays de la tulipe. Est-ce que vous savez que la tulipe a pas mal d'espèces? 114 espèces, quelques sous-espèces, famille donc des lys, des liliacées, et le nom tulipa, qui est dérivé d'un nom turc qui était tulban en persan, ou tulban, c'est le turban. Il y a une légende mythologique qui dit que Tulipe était la fille du dieu marin Proté. Proté, il changeait de forme à volonté, puis il prédisait l'avenir, et elle était convoitée, la pauvre, par le dieu de l'automne, Vertume, et qui est habillé en jardinier, lui d'ailleurs, quand on le représente, mais elle en avait strictement rien à faire. Vertume, complètement vexé, au lieu d'être jardinier, il est devenu chasseur, il a traqué Tulipe jusqu'au fond des bois, et Diane, la chasseresse, elle a sauvé cette jeune fille en la changeant en fleur et donc en tulipe. Et on dit que chaque année, au moment où on plante la tulipe, automne ouvre son cœur à la tulipe, puisqu'on la plante à l'automne et qu'elle fleurira au printemps. Il faut parler de la tulipomania, parce que aujourd'hui, une tulipe, il n'y a rien de plus banal, non, mais de courant. Dès le XVIIe siècle, il y a eu un engouement invraisemblable pour certaines formes de tulipes
à feuillage et surtout à fleurs panachées, qui étaient en fait tout simplement des plantes atteintes d'une virose qui les font changer de couleur et qui donnent cette couleur un peu bizarre. À l'époque, c'était extrêmement rare et on vendait les tulipes sur le marché à la bourse d'Amsterdam. Bourse d'Amsterdam qui avait été déjà créée en 1611, donc on avait la possibilité de spéculer sur la tulipe. Et comme les vendeurs s'entendaient sur les prix, ce qui est totalement interdit aujourd'hui au niveau de la bourse, eh bien, les prix sont devenus absolument fous. Comme en plus, les acheteurs n'étaient pas obligés d'effectuer des dépôts de garantie à l'époque, ils ont pris des risques invraisemblables. Et sachez qu'un seul bulbe d'une variété qui s'appelait Semper Augustus, c'est-à-dire une fleur rouge rayée de blanc, extrêmement banale aujourd'hui, elle a été payée à l'époque 5000 florins, c'est-à-dire le prix d'une petite maison. Et que ce bulbe, aujourd'hui, il va coûter quoi ? Allez, 50 centimes d'euros peut-être. Et le summum a été atteint par un seul oignon, une seule tulipe, 6700 florins. C'était 15 fois le salaire annuel d'un artisan de l'époque. Donc évidemment, c'était ce qu'on appelle une bulle spéculative. Ça s'est éclaté. Et entre le 3 et le 5 février 1637, il y a eu un krach qui a été le premier krach boursier, on va dire. Et les Néerlandais l'ont appelé le commerce du vent, tellement c'était pipeau. Et il y a eu des faillites retentissantes. La tulipomania, donc cette folie, elle a duré quand même 3 ans, 1634 à 1637. Et à ce moment-là, il y a eu une loi qui a édicté une régularisation du marché. Et donc tout ça, ça s'est arrêté. Au point que la tulipe, elle est complètement perdue d'intérêt jusqu'au début du 19e. Et là, on a commencé de nouveau à la cultiver aux Pays-Bas. On en a fait des massifs. Et aujourd'hui, 2,5 milliards de bulbes sont produits chaque année par les Pays-Bas. C'est énorme. Plus de 8000 variétés différentes. Ouais. On en plante aussi en Bretagne. Il y a pas mal de plantations de bulbes. On en fait en Bretagne et on en fait aussi dans le sud de la France pour de la fleur coupée la plupart du temps. Mais le grand marché mondial, il est là-bas. Dans le commerce, il y a, sur les 8000 connus, il y en a à peu près 500 variétés qui sont communément vendues. Et le top 5 des tulipes, pour terminer cette chronique, c'est des tulipes d'ailleurs qu'on vend peu pour les jardins. Il y a Strong Gold, qui est une tulipe triomphe jaune pure. Les tulipes sont classées en 15 catégories, on vous en parlera une autre fois, pour essayer de vous présenter les différences qu'il peut y avoir d'une forme de tulipe à l'autre. Il y a Lynn van der Mark, qui est une tulipe triomphe rouge à liseré blanc, c'est la deuxième. Purple Prince, qui est une simple hâtive violet. Jan Seignette, qui est une triomphe rouge bordée de jaune. Et Sidov, qui est une triomphe rouge pure. Ce sont les 5 les plus vendus dans le monde. Eh bien, on terminera avec cela, mes chers amis. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. On vous dit rendez-vous à la semaine prochaine, bien sûr. Pierre, merci de nous avoir accompagnés, merci, de nous avoir donné tous ces conseils. On a tous nos techniciens derrière la vitre. Il y a Nicole aussi qui fait des grands signes. Vous la voyez pas, mais moi je la vois. Et puis il y a Miguel qui se concentre sur sa technique. Donc rendez-vous à la semaine prochaine pour un numéro nouveau de cette émision et bienvenue au jardin.